Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h. Merci de nous choisir pour vous informer dans un instant le sommaire. C'est la volonté de la famille des funérailles modestes, simples, sans symposium ou cérémonie grandiose. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a rejoint ce mardi sa dernière demeure. L'une des choses qui aura retenu l'attention, c'est l'absence du gouvernement guinéen. Aucun représentant. Khalifa Sall, magistrat de formation et de carrière, est décédé samedi à Conakry des suites de maladies, assure également des réactions après l'enterrement au cimetière de Cameroun. Du 30 juillet au 2 août se tient à Conakry le Forum international sur la logistique des armées. 24 pays africains prennent part à cette rencontre axée sur l'examen et l'identification de solutions aux problèmes et lacunes majeures par le biais d'échanges. Moustapha a été en colère contre les sociétés AOS et Guico Press après une visite de terrain au kilomètre 36 et au carrefour de Kagbele. La dégradation précoce de ces voies, 6 mois seulement après leur construction, a irrité le ministre des Travaux publics qui n'a pas manqué de le faire savoir. L'ancien président de la Cour constitutionnelle de la Guinée, Khalifa Sall, a rejoint sa dernière demeure ce mardi à Conakry après la levée du corps à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Parents, amis et proches du défunt se sont rendus à la mosquée Kebeya à Koleya dans la commune de Matam où ils lui ont rendu un dernier hommage, une cérémonie funèbre modeste, simple. Et l'un des faits marquants a été l'absence remarquée du chef de l'État et des membres du gouvernement, Al-Gassimou Yaliba, Abdoulaye Kamara, pour le compte-rendu. Nous sommes à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne à Kipi. Ici, parents, amis et proches sont présents pour assister à la levée de corps de Khalifa Sall. La tristesse se lit sur les visages. C'est une perte immense pour la Guinée. Il était, à mon avis, un magistrat très compétent. Je pense que la Guinée a perdu un magistrat de très très haut niveau. À lieu et place d'un symposium, comme c'est souvent le cas après la mort d'éminentes personnalités, la cérémonie d'hommage se résumera à l'étape de la levée de corps. Direction Koleya, dans la commune de Matam. Dans cette mosquée où priait Khalifa Sall de son vivant, des prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ces femmes sont inconsolables. Cette ambulance qui transporte la dépouille mortelle se dirige vers le cimetière Cameroun où l'ancien président de la Cour constitutionnelle reposera à jamais. Les proches et collaborateurs du défunt retiennent de lui un homme courageux qui aimait son pays. Il fut un collaborateur pour moi. Je continuerai toujours à m'abreuver des valeurs que Khalifa a incarnées. Je veux parler de l'honnêteté et le courage de dire la vérité à tout moment. Un grand homme, un grand patriote. Quelqu'un qui a aimé son pays, qui s'est mis à la disposition de son pays, qui a marqué à jamais l'histoire de son pays. Aujourd'hui, Khalifa Sall, c'est plus qu'un homme, c'est un état d'esprit. Khalifa Sall s'en est allé en laissant derrière lui 4 filles et une femme. La famille a décliné la proposition de symposium faite par les autorités. Ni le chef de l'État ou son représentant, ni le Premier ministre, encore moins un membre du gouvernement, n'ont été aperçus aux obsèques de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Venons-en justement à cet autre aspect concernant les conditions d'inhumation de l'ancien président de la Cour constitutionnelle guinéenne. L'organisation des funérailles par la famille a suscité de vives réactions et des interrogations. La famille a décliné l'organisation d'un symposium, il paraît, proposé par le chef de l'État. Suivez ces quelques réactions de proches et anciens collaborateurs de Feu Khalifa Sall qui ont donné leur avis sur le sujet. Ils sont au micro de nos reporters Al-Gassimou Yaliba et Abdoulaye Kamara. Je crois que c'est une volonté de la famille et qui a voulu que Khalifa soit enterré dans la plus grande déférence. Donc
ça corrobore aussi la vie simple que l'homme a menée. Donc une fois encore, avec la controverse politique qui est en train de naître suite à sa mort, je pense que c'est une décision sage de la famille. Il a été le premier président de la Cour constitutionnelle. Et on sait la place qu'une telle institution occupe au sein de l'État. Donc, toutes les dispositions auraient dû être prises pour que vraiment les citoyens puissent lui rendre hommage et qu'on retienne vraiment le combat qu'il a mené avant sa mort. Donc, je trouve vraiment dommage le fait qu'on arrive à l'entrée dans ces conditions. Je ne pense pas du tout que ce qui se passe en ce moment soit en train de souiller l'image du pays. Au contraire, depuis l'annonce de son décès, j'assiste à d'éclatantes et importantes manifestations de sympathie à l'endroit et de respect surtout envers le défunt. Et ces manifestations proviennent de toutes les couches de la population. Et en juger donc par ce vaste déploiement humain, par ce cri du cœur que je note ça et là, je ne peux dire que son image est souillée ou ternie par quoi que ce soit. Des agents de la police judiciaire guinéenne à l'école de l'Interpol. Ces agents vont s'approprier des outils modernes de cette grande instance de sécurité, évaluer et s'adapter à ses capacités. La Guinée rejoint ainsi le cercle très restreint des pays bénéficiant de cet appui sécuritaire dans la sous-région aux côtés de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Reportage Abdraman Ba et Brahma Souri Kamara. C'est une véritable bouffée d'air pour la direction centrale de la police judiciaire, car la police internationale Interpol décide de mettre à la disposition des agents de cette structure des enseignements, mais aussi des équipements modernes pour le renforcement des frontières guinéennes. Je veux dire, il est aujourd'hui presque impossible de lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic de migrants, la cybercriminalité, la pédophilie, le blanchiment des capitaux, la prolifération des armes légères et de petits calibres. Tous ces crimes, qui déstabilisent nos économies, qui menacent les structures sociales et politiques sans les outils d'Interpol. Le ministre de la Sécurité indique que cet accompagnement n'est qu'un bonus des réformes enclenchées dans le secteur de défense et de sécurité. Il exhorte les bénéficiaires de cette initiative de bien s'en approprier. Je voudrais vraiment que nos cadres se consacrent à cette formation, qu'ils apprennent plus et qu'ils posent beaucoup de questions et s'approprient réellement des différents contours du protocole d'utilisation de ce système. L'initiative d'Interpol vient aussi confirmer la collaboration entre Paris et Conakry dans le domaine de la sécurité. Dans ce sens, les formateurs promettent de répondre aux attentes des policiers. Tous les passeports que vous regarderez à l'aéroport seront contrôlés sur les bases de données Interpol. Celles qui feront que le système OIM qui peut être installé à certaines postes frontières contrôle automatiquement sur les bases Interpol. Que le système PI6 installé par le département d'État américain à certains postes, contrôle automatiquement sur les bases Interpol. Seuls 3 pays de la sous-région, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, sont bénéficiaires de la modernisation et la dotation des équipements par Interpol. Un séminaire multilatéral des leaders seniors de la logistique organisé par US Africom se tient à Conakry. 24 pays africains sont représentés et une quarantaine de participants vont discuter des contours liés à la logistique. Le département américain et le gouvernement guinéen s'engagent à lutter aux côtés des autres pays pour faire face aux menaces qui pèsent sur les États. Mamadou Sayo Baldé. Président de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État à la Défense a souligné les difficultés logistiques auxquelles les armées africaines sont confrontées dans le cadre du maintien de la paix. Ces interventions armées et celles bien d'autres pays africains se déroulent généralement dans des conditions logistiques précaires ou inadaptées. Faire parvenir le bon matériel aux bonnes personnes au bon moment est le parfait exemple d'une grande organisation militaire. Nous ne pouvons pas parler de la volonté de l'armée de faire face à une telle menace sans un système logistique en place, souligne le département américain qui s'engage aux côtés des pays du continent à relever les défis. En rassemblant des dirigeants des 23 pays partenaires africains dans le domaine de la logistique pour discuter et résoudre des problèmes urgents dans ce domaine. Et nous cherchons à mettre nos homologues africains au devant
de chercher des solutions aux défis de la logique militaire ici en Afrique. Le symposium de cette année sera axé sur l'examen et l'identification de solutions à ces problèmes et lacunes majeures par le biais d'échanges et de discussions. Ce pourquoi la Guinée se montre reconnaissante. Notre pays participe aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies au Mali depuis quelques années. Et nous avons toujours bénéficié de l'appui des États-Unis d'Amérique. En reconnaissant l'importance de la logistique et des prévisions dans la guerre, Napoléon Bonaparte a déclaré qu'une armée marchait sur le ventre. En tant que professionnel de vos forces respectives, j'imagine que vous connaissez bien cette phrase et que vous utiliserez ce symposium pour aiguiser votre expertise afin de garantir que vos armées continuent de progresser vers leur objectif, a conclu son Excellence Simon Henshaw. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis hier lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le taux d'admission est de 44,11%. À Conakry, la commune de Ratoma a présenté un faible taux d'admission par rapport à l'année précédente, 91% contre 44,11% pour cette année. Les perturbations que l'école guinéenne a connues avec les mouvements de grève à répétition expliqueraient cette régression selon des encadreurs. Le reportage d'Ali Badara Kamara et de Djibril Kabak Kamara est rendu en studio par Ismaël Nabi. L'année dernière, la commune de Ratoma a eu un pourcentage de 91% au brevet. Cette année, elle n'a eu que 44%, soit une réduction de 47%. Pour certains encadreurs, ce taux d'échec est dû au mouvement de grève des syndicats pendant la période scolaire, mais aussi au non-repêchage des candidats. Le pourcentage communal de Ratoma, c'est 44,90%. Contrairement à l'année passée, c'est différent, où nous étions dans les 90 à 95%. Le problème de 100%, le ministre a osé. Il y a une baisse parce que quelque chose a été cassé. Il n'y a pas eu de repêchage. Il a pris juste ceux qui ont eu la moyenne. Le collège Kipé a présenté 510 candidats au BEPC, seulement 115 candidats ont été admis. Cet enseignant connaît bien les raisons de cet échec. L'effet de la grève a provoqué ça parce que nous avons commencé les cours tardivement. C'est à partir du mois de janvier que nous avons commencé les cours. Il y a aussi les parents ont laissé parce que on ne peut pas sans savoir que tu peux faire 9 mois ici, tu ne trouves pas un parent qui vient demander l'état de ses enfants. Kerno Mamoudou Diallo est parmi les 115 admis du collège Kipé. Il se réjouit de ce résultat. Grâce à mes préparations que j'ai faites pendant les grèves, moi je me préparais avec un grand frère qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. On me faisait réviser les leçons et ici encore je me prépare avec des amis. Sur le plan national, le taux de réussite au BEPC est de 44,11%, contrairement à l'année dernière, 38% d'admission avaient été enregistrés. Passation de service à la Direction nationale des impôts. Michel Bémy, ancien directeur national des impôts, cède la place à Lansine Kakoro, fiscaliste. C'est à la Direction nationale des impôts que la cérémonie de passation s'est tenue devant l'ensemble du personnel. C'est un poste qui est resté vacant depuis plusieurs mois après la nomination de Michel Bémy à la Sogipa. Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré, un reportage. Michel Bémy, directeur national adjoint des impôts, passe la main à Lansine Kakoro, fiscaliste de profession. C'est à la Direction nationale des impôts que cette cérémonie de passation de service a eu lieu devant l'ensemble du personnel de la DNI. Nommé le jeudi dernier par un décret du président de la République, Lansine Kakoro a pris officiellement fonction ce lundi. Je voudrais permettre à ces deux frères qui ont travaillé ensemble ici, main dans la main, en toute convivialité, amitié et fraternité, et qui aujourd'hui doivent se passer la main pour que nous puissions continuer à relever le défi qui assaille notre administration et pour lequel nous sommes là. Monsieur le directeur national adjoint, je formule tous les vœux de ce monde pour vous, pour que votre mission soit une réussite totale pour notre administration.
Michel Bémi, nouveau directeur général de la SOGIPA, a magnifié les efforts du nouvel entrant qui a été longtemps son proche collaborateur. L'ancien Kakoro, dans sa mission, mesure l'ampleur des tâches qui l'attendent dans l'administration fiscale. Il entend donner une nouvelle dynamique de gestion dans le but d'améliorer le taux de pression fiscale engagé. Cette nomination est pour moi un encouragement à redoubler d'efforts pour me montrer digne de la considération qui m'est accordée. Monsieur le directeur national adjoint, chers frères, le court séjour que vous avez passé à la tête de cette direction en qualité de directeur national adjoint nous a révélé vos qualités immenses de manager hors pair. Un engagement qui interpelle l'ensemble des travailleurs de la DNI dans l'accomplissement des objectifs qui leur sont assignés. Les défis restent immenses. Je ne ménagerai aucun effort quant à la qualification du personnel de notre administration. Cela passe nécessairement par un plan adéquat de formation initiale et continue du personnel de la DNI. L'ancien Kakoro devient ainsi le nouveau directeur national adjoint des impôts plusieurs mois après le départ de Michel Bémi, son prédécesseur. Je vous le disais dans les titres, colère du ministre des Travaux publics hier après la visite de chantier qu'il a effectuée au kilomètre 36 et au rond-point de Kagbélé. Au kilomètre 36, la route s'est complètement dégradée 6 mois seulement après la réfection par la société AOS à regard du constat décevant fait par le ministre. Moustapha Naïté a mis en garde les sociétés en cause. Ces travaux seront repris sans que l'État ne débourse un seul centime, a-t-il fait savoir Mamadi Kalisso, Correa Boukourma. Rond-point de kilomètre 36. Complètement défoncé. Impossible d'imaginer que cette route a été réhabilitée par l'entreprise brésilienne OAS il y a à peine 6 mois. La circulation est devenue quasi impossible. Des files de bouchons se créent à des centaines de mètres. Le ministère des Travaux publics s'est rendu sur les lieux ce lundi. Le constat est désastreux. Je dois avouer que nous ne sommes absolument pas du tout satisfaits de ce qui a été fait. Et comme souvent on le dit, après les grosses pluies, quand le goudron est mis, c'est parti tout de suite. L'entreprise et la mission de contrôle devraient être convoquées dès ce mardi pour qu'elles s'expliquent sur ce travail bâclé. Nous n'allons pas accepter que des millions de dollars, des milliards soient déboursés et que les routes qui sont réparées ne tiennent pas. Ça, c'est absolument pas acceptable. Et donc, nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour le travail qui a été fait au kilomètre 36 et pour l'ensemble des travaux réalisés sur le réseau de Conakry. Chauffeurs, passagers et riverains, tous s'en plaignent. Des plaintes comprises par le ministre qui trouve inadmissible l'attitude des entreprises. Ce n'est pas du tout acceptable, c'est vraiment navrant pour les populations et les usagers de la route de venir constater qu'au kilomètre 36, la solution qui avait été préconisée à l'entame, qu'elle soit dégradée à ce niveau-là. Donc c'est inacceptable. Voici un des responsables de l'entreprise OAS. C'est lui qui avait lancé ses travaux il y a 6 mois et qui s'est bombé le torse pour vanter la qualité de ses travaux. Aujourd'hui, mis devant les faits, il confie sa langue au chat. Au carrefour de Kabylie et au rond-point de la T6, des travaux d'urgence doivent être faits immédiatement pour fluidifier la circulation. Et dès après les grandes pluies, la dernière couche sera posée. Au niveau de ce giratoire-là, on n'a pas fini la dernière couche. C'est la couche de roulement, c'est elle qui va supporter réellement le trafic, l'agression des roues. C'est celle qui n'est pas faite. Donc si ça tourne sur celle-ci, la couche de base actuellement qui est en grave bitume, c'est ça qu'il y a des dégradations qu'on va réparer parce que avec les grandes pluies, on ne peut plus appliquer pour le moment les arrobés. Désormais, toute entreprise qui bâclera son contrat sera sommée d'y revenir là-dessus. Et l'État ne dépensera pas un franc de plus, avertit le ministre des Travaux publics. Plusieurs cadres viennent de rendre le tablier au parti PADES pour rejoindre le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Face à la presse ce mardi, ces membres démissionnaires ont expliqué les raisons de leur décision. Ils parlent de manque de démocratie au sein du PADES. Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré, Ismaël Nabé.
Manque d'échange d'idées, de vision et l'appartenance du PADES au FNDC, telles sont entre autres des raisons qui auraient poussé ces cadres à rompre avec le parti dirigé par Dr Ousmane Kaba. Donc, ce n'est pas de façon hasardeuse, encore une fois, que nous avions claqué la porte à ce parti, qui est tout sauf démocrate. Dr Ousmane Kaba, nous avions accepté de le suivre, comme mes prédécesseurs l'ont dit, parce qu'il était dans la ligne directive, n'est-ce pas, du RPG. Et n'oubliez pas un fait, le RPG Arc-en-Ciel est né dans son salon. Donc aujourd'hui, voir Dr Ousmane Kaba renouer, puisqu'il était avec le RPG Arc-en-Ciel, nous-mêmes nous étions avec le RPG, renouer les relations avec les membres fondateurs du FNDC, ça nous met hors de nous. Ces cadres démissionnaires du PADES, au nombre d'une vingtaine, ont rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Selon eux, la mouvance présidentielle est en train de poser des actes concrets sur le terrain. Ils comptent désormais apporter leur contribution et leur soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé. Qui n'a pas bénéficié des investissements colossaux. Donc au lieu d'apprécier ça, on ne peut pas comprendre qu'on reste toujours dans la négation de tous les efforts de la part du président. Voilà l'une des raisons. Nous pensons que le président est sur la bonne voie. La mouvance présidentielle ouvre grandement ses portes à ses cadres. Elle compte continuer son combat avec ses nouveaux adhérents. L'arrivée de ces jeunes, de ces cadres, est la confirmation de la justesse, de la vision politique, économique et culturelle du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, avec ces cadres, nous allons leur ouvrir le parti. Ils vont avoir leur place dans le parti et ils vont être associés à toutes les activités du parti. En réaction à cette démission en groupe, le président du PADES parle de montage, d'escrocs politiques qui n'appartiendraient pas à son parti. Il s'est confié à des confrères de la presse en ligne. Ouverture ce mardi d'un atelier sur l'hygiène et l'assainissement. Plusieurs cadres du gouvernement et de l'UNICEF prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'analyser les goulots d'étranglement sur le watch entendé eau, hygiène et assainissement et soutenir la formulation et la mise en œuvre de la feuille de route de la Guinée pour mettre fin à la défection en plein air. Le programme concerne 59 communes à Farana, Kindia, Bouké et Conakry. Alcienne Barry, Aliouba. Le thème de cet atelier, organisé par le gouvernement guinéen avec un appui de l'UNICEF, est l'identification des difficultés du secteur eau, hygiène et assainissement. L'objectif est d'analyser ces goulots d'étranglement sur le watch et soutenir la formulation et la mise en œuvre de la feuille de route de la Guinée pour mettre fin à la défécation en plein air. Dans les villages, les gens vont en brousse pour aller déféquer. Donc, cette approche est venue et sensibiliser les gens pour que les gens fassent leur propre latrine, c'est-à-dire les toilettes qui les permettent actuellement d'éviter à aller sur les flancs des montagnes pour aller déféquer. Et donc, ça les évite beaucoup de choses, même quand il y a l'eau de ruissellement, par exemple, quand il y a les perturbations pluviométriques, ça évacue, par exemple, les déchets qui sont sur les flancs des montagnes là, ça vient au village. Donc ça salit, les puits qui sont là-bas peuvent contaminer. Et quand les gens s'approvisionnent de cette eau, vous savez que ça c'est les maladies. Le programme est donc fondamental pour les communautés. Accès à l'eau potable, éviter les maladies, voilà bien de défis qui vont être surmontés. Le défi que nous avons relevé, c'est notamment la mise en œuvre d'actions de durabilité des infrastructures qui amènent à l'intéressement des communautés, qui amènent au transfert des compétences dans le cadre du WASH vers les communes, notamment la maîtrise d'ouvrage communale, notamment la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés. Mais il va sans dire que tout ça doit être couronné par une coordination qui impliquera tous les secteurs travaillant dans le cadre de l'eau pour faciliter et donner une action durable aux infrastructures. Nos attentes, c'est d'abord d'avoir une feuille de route avec les différentes priorités et une vision de mise en œuvre de cette feuille de route. Plusieurs cadres du gouvernement, notamment ceux de l'assainissement, du budget,
des finances et de l'administration participent à cette rencontre. Elle va durer 3 jours. L'humanité a célébré ce mardi 30 juillet la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. La traite des personnes est un crime grave et une violation des droits de l'homme selon les Nations Unies. En Guinée, cette journée passe inaperçue. Aucune cérémonie solennelle. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer cette pratique. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Ils sont nombreux à être confrontés à la traite et à l'exploitation. Il s'agit des enfants comme on peut les voir sur plusieurs artères de Conakry. Certains vendent des cacahuètes, d'autres de l'eau glacée juste pour subvenir aux besoins de leurs parents ou tuteurs. Cette pratique est pourtant vivement condamnée par la résolution 68 des Nations Unies. Ça touche toutes les personnes victimes de traite au niveau de la Guinée. Mais aussi, on met surtout un autre accent sur la sanction des auteurs, parce qu'en Guinée, ce qui a été constaté, ce qui a été reproché à la Guinée, on interpelle les auteurs, mais les auteurs ne sont pas poursuivis, ne sont pas punis. La Guinée dispose des textes qui condamnent la traite des êtres humains et pratiques assimilées. Malheureusement, ils peinent à être effectifs, regrette cet activiste de la société civile. Aujourd'hui, toutes ces violations doivent cesser. Et pour cela, il faut qu'on applique les législations en la matière. Nous avons un code pénal ici qui condamne la traite des personnes. Il faut appliquer, disons, ce code pénal. La migration irrégulière est un autre facteur favorisant la traite des êtres humains. Malgré des luttes acharnées menées par l'OIM, il y a encore des milliers de femmes et d'hommes qui subissent cette pratique. Il est important de combattre cette traite des êtres humains dans nos ménages, dans les familles, mais aussi dans le cadre du parcours de nos sœurs et de nos frères, dans la migration de travail, la migration de main-d'œuvre. Au niveau du Moyen-Orient et au niveau du Maghreb, il y a beaucoup de maltraitance dont sont victimes les migrants en termes de traitement inhumain. Aujourd'hui, tous les pays sont affectés par la traite des êtres humains, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou encore de destination des victimes. Lancement des activités de l'ONG Espoir de Guinée. Les membres ont animé ce mardi une conférence à la Maison de la Presse. Cette structure, dans ses missions et objectifs, compte s'investir dans l'assistance, la formation et l'accompagnement des groupements de femmes et de jeunes pour favoriser un développement durable des couches vulnérables. Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Créée en début d'année 2019, l'ONG Espoir de Guinée est une structure humanitaire créée dans le but d'apporter une assistance aux couches vulnérables que sont les groupements de jeunes et femmes en zone urbaine et rurale à travers les projets de développement communautaire, la formation et le développement durable. Le gouvernement, à lui seul, ne peut pas trouver la solution à tous les problèmes des Guinéens. C'est pourquoi nous, en tant que Guinéens, nous devons aussi contribuer à la recherche des solutions aux problèmes des Guinéens. Nous, on a eu des expériences ailleurs, nous voulons partager ces expériences-là avec nos concitoyens guinéens. Fort de ses relations en Guinée et à l'étranger, Espoir de Guinée entend contribuer au développement socio-économique durable en posant des actions concrètes pour le changement des conditions de vie de ses compatriotes à travers le pays. Elle compte mettre un fonds sous forme de microfinance à la disposition des groupements de femmes et des jeunes pour les activités génératrices de revenus qui permettent aux bénéficiaires d'être autonomes. On fera une identification. Le premier critère, c'est le groupement de femmes, c'est le groupement de jeunes qui sont ciblés et c'est des groupements qui sont structurés qu'on va appuyer. Et s'ils ne sont pas structurés, nous trouverons des moyens comment il faut les structurer avant de les appuyer. Parce qu'on ne voudrait pas que ces groupements, on veut que ces groupements s'en sortent. Si on veut que ces groupements s'en sortent, il faut vraiment les structurer, il faut les appuyer, il faut les accompagner. Pour parvenir à ces fins et atteindre les objectifs escomptés, les membres de l'ONG comptent s'investir dans la formation des femmes et des jeunes réunis en groupement. Selon Zézé Touaro, toutes ces actions contribuent à faire la promotion et l'autonomisation des femmes et des jeunes.
Hors de nos frontières, direction le Kenya, où en 2016, le pays a failli être exclu des JO pour une succession de cas de dopage. Depuis, différentes mesures ont été introduites pour lutter contre ce fléau, mais beaucoup reste à faire pour sensibiliser le monde du sport local. Suivez. Le Kenya est reconnu pour les performances de ses athlètes. En 2019, sur les 100 meilleurs marathoniens mondiaux, 38 sont kenyans. Pourtant, le pays est touché par un fléau difficile à combattre, l'EPO, un produit dopant qui améliore considérablement les chronomètres. Plusieurs athlètes de second plan ont accepté de témoigner à visage caché. Je triche parce que d'autres ont triché. Et je peux vous garantir que 97% des athlètes se dopent. Même aujourd'hui, les grands noms qui courent en ce moment, ils courent, mais ils ne sont pas propres. Ces dernières années, de grands noms de l'athlétisme ont été contrôlés positifs. En 2017, Jemina Sumgong, championne olympique du marathon à Rio. En 2018, c'est au tour d'Asbel Kiprop, champion olympique et triple champion du monde du 1500 mètres. Pour beaucoup d'athlètes de niveau intermédiaire, pas le choix. Sans dopage, impossible de rivaliser avec les stars et donc nourrir convenablement leur famille. J'ai dû en prendre pour pouvoir gagner ma vie, parce qu'il est impossible de rivaliser avec des personnes qui utilisent les substances dopantes et espérer pouvoir gagner quoi que ce soit. L'agence antidopage kenyane se bat depuis des années contre le dopage. Depuis sa création en 2016, le nombre de contrôles a été multiplié par 10. Le pays s'est même doté d'un laboratoire d'analyse. Nous avons tous regroupé nos efforts pour faire en sorte d'éduquer les athlètes, de leur expliquer les dangers du dopage. Nous en avons toujours un certain nombre qui n'écoutent pas, mais je peux vous dire que ceux qui n'écoutent pas ne s'en sortiront pas impunément. Une volonté politique affichée, même si le budget de l'agence antidopage a été réduit de 10% cette année. Le pays compte bien profiter des mondiaux d'athlétisme de Doha fin septembre pour faire oublier l'année 2016 et donner une meilleure image de ces 4000 athlètes de haut niveau. On se quitte donc sur ces images de nos confrères de l'AFP. C'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.